Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle séance de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma. Je suis évidemment triplement ravi d'abord parce que vous allez voir un bon film, on essaye de le faire à chaque fois, mais c'est particulièrement le cas ce soir. Ravi parce que vous êtes extrêmement nombreux, puisque à Pessac, il y a 3 salles remplies, je crois que c'est un record de fréquentation pour une soirée d'avant-première, donc c'est déjà un succès, et on le sait, ça a déjà été le cas dans d'autres salles qui ont présenté des avant-premières. Et puis, bien sûr, je suis ravi parce que nous accueillons 2 invités ce soir. D'abord, Gilles Perret. Il en manque un, mais il va arriver tout à l'heure. Alors, Gilles Perret, c'est un fidèle du Jean Eustache. Il vient présenter tous ses derniers films, je crois, de mémoire. Hein. La ferme des Bertrands, il y a seulement quelques mois, l'année dernière, je ne sais plus, c'était au printemps, je crois. Janvier ? Oui, non, le film est sorti en janvier, mais tu es venu après, le présenter après la sortie ou quelque chose comme ça. Mais on avait également présenté Debout les femmes, avec toi. Je veux du soleil. Les jours heureux, La sociale, enfin 25 ans de documentaire, quand même, c'est pas rien, avec toujours cette veine sociale, politique, humaniste que tu affectionnes et qu'on affectionne aussi beaucoup. François Ruffin nous rejoint à l'issue de la projection. Alors, nous sommes en direct avec 31 cinémas, c'est pas mal. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. Bon, je pense que vos applaudissements, ils nous sont un peu destinés à Gilles et à moi, à toute l'équipe du film, dont Clotilde, productrice ce soir, qu'on ne voit pas à l'écran, mais ce sont aussi nos invisibles qui font le film. Et je pense que pour l'essentiel, ils sont destinés à Sylvain, à Nathalie, à Louisa, à toutes les personnes qui ont accepté de livrer une paire d'existence au film. Merci pour eux et pour elles. Alors, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci aux deux auteurs d'être venus à Pessac et d'avoir accepté cet échange. On a un peu moins d'1 heure puisqu'on joue dans 3 salles. Il y a d'autres films qui vont suivre. Alors je vais, comme à chaque fois... C'est la première fois qu'on est assis quand même. Ah non, c'est bien aussi d'être assis. Ouais, c'est bien. Non, t'es pas habitué, c'est ça? Ouais, on n'est pas habitué. Voilà. Alors, donc je vais lancer quelques questions et puis bien sûr, des questions pourront venir de la salle de Pessac, des salles de Pessac et des autres salles comme à chaque fois à l'Unipop. Alors, j'ai autour de moi 2 auteurs-réalisateurs qui travaillent ensemble depuis un certain nombre de films et d'années. C'est pas la première fois. Et donc, peut-être la première question avant de venir sur le fond du film, c'est la manière dont vous travaillez tous les deux. C'est pas forcément évident de travailler à 2 pour faire un film. Et sur ce film en particulier, c'est-à-dire une fois qu'on pose l'idée d'aller faire une tournée en France avec Sarah Salman, est-ce que vous êtes tous les 2 d'accord dès le départ? Voilà. Alors, on dit dans le film, j'étais pas d'accord. Alors, c'était pas que j'étais pas d'accord, j'étais d'accord sur le principe. Dans l'idée, j'étais sûr que ça allait marcher de mettre des contraires comme ça, d'aller la confronter à la réalité, et que forcément, ça allait créer de la rigolade, mais aussi de l'adversité, de la confrontation. Là où je me sentais pas capable, c'était de la supporter pendant le tournage. C'était ça le problème. Mais après, voilà, ça s'est passé, ça s'est finalement bien passé, et c'est sans regret. Je dirais là. Déjà, il faut reconnaître qu'elle a joué le jeu. Et puis aussi, la première séquence qu'on a tournée, c'était avec Louisa à Saint-Étienne, l'auxiliaire de vie sociale. Et tout de suite, c'est monté très haut dans les émotions. On s'est dit que ça irait, quoi. Après, dans notre manière de fonctionner, on est les 2, on est assez complémentaires dans la manière de travailler. Donc, François, son expérience de radio pour aller essayer de faire... un peu accouché comme ça à la parole, et puis d'être toujours dans l'écoute, et surtout on est d'accord sur le principe d'être toujours là à l'écoute des gens, et surtout pas d'avoir un regard ni analytique, ni dominant, ni sociologique, mais juste récolter la parole des gens et faire la chasse un peu à tous les discours politiques ou les tirades politiciennes. Et puis moi je suis là, on est pratiquement tout le temps que les 2 à gérer l'image et le son, et d'être Vous tournez aussi... que tous les 2. Ouais. Alors il y a Guillaume qui nous aide. Sachant que tu es de temps à en l'image, temps. pardon.
Donc, du coup, tu es tout seul. Ouais, je suis le seul travailleur dans l'équipe. Voilà, c'est ça. Et il y a parfois un preneur de son quand il y a du monde, mais notre principe, c'est de ne jamais rien refaire et d'être toujours spontané, c'est-à-dire que les gens que vous avez vus, on les a pas forcément vus avant, quasiment jamais, et puis aussi d'être le plus proche possible des gens pour que vous ayez un peu l'impression d'être à notre place pendant ce moment-là. Oui, parce qu'il y a des documentaires où les gens refont la scène. Oui, ou en tout cas, on peut poser les gens, les mettre dans un canapé, les éclairer, mettre une perche et puis dire bon, ben maintenant, vas-y, raconte-moi ta vie, ton œuvre. Nous, c'est pas tout à fait. Enfin, vous avez pas compris, le dispositif. Non, pas le dispositif. Alors après, bon, donc ça, c'est effectivement sur le tournage, mais quand même sur le fond, sur la préparation du film, sur les scènes, sur le choix des. Comment vous travaillez tous les deux. D'abord dire que ça fait maintenant 3 films qu'on fait ensemble. Moi je connais Gilles depuis 20 ans. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'on n'arriverait pas à faire un film ensemble simplement à cause de la distance géographique. Lui étant dans ses Hautes-Alpes et moi dans mon plat pays de Picardie. Ouais. Et on a réussi un temps sur un film sur les Gilets jaunes, donc ce temps Gilets jaunes, un temps sur le Covid avec Debout les femmes, et aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose qui naît sur le mouvement des retraites, ce film-là. Même avant de rencontrer Sarah Salman, on sait qu'on veut faire un film autour de ça, c'est-à-dire dans notre dernier film, Emmanuel Macron intervenait et disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Je connais très bien mon Macron de gauche parce qu'il dure 30 secondes, donc voilà. Mais 15. Bon, je sais pas si vous applaudissez moi ou Macron, mais c'est pas grave. Mais derrière, il n'y a eu ni reconnaissance ni rémunération, il y a au contraire eu l'inflation et la retraite à 64 ans qui pèse bien sûr encore davantage sur les métiers populaires, physiques, et on voulait retourner les voir, avec quand même cette difficulté que bon, un film de Ruffin et Perret sur les ouvriers, ça manque d'originalité. Donc on voyait bien qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Moi, je cite souvent Bobby Lapointe qui, dans une chanson, dit « J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi ». Et je pense que si on fait des films, c'est pour mettre dans nos vies de la fantaisie, mais pour en mettre dans la vie du spectateur aussi. Donc il nous manquait un truc, et évidemment, quand je croise le chemin de Sarah Salman, je me dis, bon voilà, que je lui lance cet appât de venir passer du temps avec les salariés et qu'elle y mordille un peu, je me dis bon, je vais la ramener sur la berge et puis c'est parti. Bon, après il a fallu convaincre Gilles. Oui. Alors ce qu'on a envie de savoir quand même, c'est comment vous avez travaillé avec elle. C'est-à-dire que effectivement, on le voit à l'image, c'est 2 mondes totalement différents. Bon, elle vous connaît, enfin voilà, vous êtes connu, elle connaît vos films, etc. Et finalement, elle accepte quand même de venir. Comment ça se passe et puis comment ça se passe après, pendant le tournage. Le tournage a un certain temps quand même. Bah, elle vient, elle est très très méfiante parce que tout son entourage lui a dit il va jamais mettre les pieds là-dedans, ils vont t'utiliser, voilà, c'est des dangereux, manipuler, etc., etc. Après, elle vient parce que je pense qu'elle aime aussi, elle a ce côté-là où elle aime bien faire un pas de côté par rapport à son milieu, et puis effectivement, je pense qu'elle est curieuse et qu'on a eu l'impression qu'elle vivait les meilleurs moments de sa vie. Quand même, moi je lui ai dit, de toute façon, tu seras jamais aussi nul que sur CNews. Ouais, voilà, c'était un bon argument. Voilà. Message d'accueil, ça voilà. Non, et après, je lui ai montré Debout les femmes, parce que dans Debout les femmes, on avait déjà... on avait un député macroniste, Bruno Bonnell, qui au départ apparaissait comme une caricature de l'entrepreneur arrogant, méprisant, et qui s'humanisait au fur et à mesure du film. Donc je lui disais, voilà, moi je suis pas là pour flinguer les personnes qu'on met dans notre film. Et je crois que quand je dis que je suis capable d'aimer tout le monde, c'est presque vrai, quoi. Et donc je lui promettais pas qu'elle gagnerait en humanité, mais enfin que je trouve ça bien. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Je sais pas s'il y a nécessité de juger les gens tout le temps, mais qu'il y ait des personnages qui soient ambigus dans les films. Dans Merci Patron, il y avait un ancien commissaire des renseignements généraux qui à la fois était le porte-flingue de Bernard Arnault et en même temps a rongé les bons tuyaux pour un couple d'ouvriers dans le Nord, les Clures. Dans Debout les femmes, il y a Bruno Bonnell, dont à la fin les spectateurs me disent mais il est gentil, il est méchant. Enfin, là on a Sarah Salman qui à la fois est insupportable, en même temps a de l'humour, joue le jeu, et donc on a quelqu'un d'ambigu, beaucoup plus ambigu que son personnage télévisé, et bah voilà, chacun peut en juger, peser, sous-peser, et puis vivre avec ça. Moi, en tout cas, la différence, pour moi, elle est quelque chose que je recherche.
J'ai de la joie dans la différence. J'ai de la joie dans la différence d'aller voir les gens qui galèrent, intérimaires et ainsi de suite, mais j'ai de la joie aussi possiblement d'aller chercher la différence par le haut, quoi. Donc il y a quand même une joie du contraste, une joie de la confrontation, une joie du frottement, quoi. Alors, déjà, il y a quelqu'un qui demande une question. Alors, on va passer le micro. Très bien. Et j'espère que cette joie est contagieuse, par ailleurs. Oui, on essaye de mettre de la joie dans nos films quand même pour que vous ressortiez pas complètement plombé des salles de cinéma. Il y a de la joie et de l'émotion. Oui, mais c'est des ressorts normaux du cinéma. On essaye quand même de faire du cinéma. Exactement. Hein. Alors, je vais me présenter, Corinne Fèvre. Moi, je suis ergonome, et je me dis humaniste depuis plus de 30 ans, puisque je travaille sur l'amélioration des conditions de travail des salariés. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est un peu presque l'approche d'un ergonome. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller juger comment le directeur prend ses décisions, comment le manager de proximité les prend, mais on va partir du travail réel. Alors peut-être qu'il faudrait expliquer ce travail invisible et le mettre en visibilité pour mettre en débat justement qu'est-ce qui fait que les décisions qu'ils prennent peuvent mettre les salariés dans des situations d'épuisement qui, au fil de leur parcours, comme on le voit dans votre film, vont finir usés de façon prématurée parce qu'il y a une tension organisationnelle, managériale, de la pénibilité physique. Donc on le sait, depuis maintenant une dizaine d'années, ces processus structurels se sont accélérés en France et dans le monde, du fait de déterminants que nous, on ne peut pas toucher en tout cas, mais au niveau de l'entreprise, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et j'ai envie de dire que là où vous avez raison, c'est des fois, il ne faut pas toujours rattraper les gens par le côté obscur de leur face, mais leur montrer que face à cette situation, il y a des salariés qui ne lâchent rien et ont développé des savoir-faire de contournement, des stratégies. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'aide à domicile. Je les voyais, ces hommes et ces femmes, puisque moi, j'ai vu des hommes et des femmes travailler. Oui. Alors, et ma question est voilà. Comment un jour vous pourriez justement aller dans des entreprises qui ont mis en place des pratiques où le dialogue social dans ce film-là va plus loin que, Sarah, on est content, elle a certainement son parcours, moi je ne vais pas la juger, on sent bien qu'elle vient aussi d'un milieu... Donc c'est la commande d'un autre film, si on comprend bien. Oui, tous les soirs, on a des commandes, donc on note la commande de... Ouais, il y a la commande d'un autre film, et ma question autre, c'est est-ce que quand même, il n'y a pas deux parcours qui se sont confrontés, et deux parcours peut-être d'une petite bourgeoise, et j'en suis pas si sûre. Un peu plus que petite, peut-être, oui, mais bon, c'est à vous d'en juger. Voilà, moi je ne connais pas son parcours et on sent au fil de la confrontation quand même de l'empathie. Alors, on va passer le micro, on va faire tourner. Vous souhaitez réagir ou pas ? Rapidement sur par rapport à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de filmer. Nous, c'est vrai que notre fil conducteur, c'est quand même de filmer le travail, sachant que c'est difficile de filmer le travail de plus en plus parce que tout est codifié, l'accès à l'entreprise est très difficile. On a souvent des communicants qui encadrent tout ça, ce qui fait que les salariés, quand on les interviewe dans ce cadre-là, sont complètement tétanisés et on ne va jamais réussir à obtenir ce qu'on a obtenu dans ce film-là. Donc ça, c'est une des difficultés. Et il y a des endroits où on aurait aimé filmer, en tout cas dans ce film-là, notamment à l'hôpital, et toutes nos tentatives ont été déboutées, alors qu'on aurait bien aimé la confronter à cette réalité-là. En tout cas, filmer le travail aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Il y a même une interdiction de filmer le travail. Moi, je dis toujours qu'il est plus facile de faire un film pornographique avec un homme et une femme qui font l'amour dans toutes les positions devant la caméra que de filmer le travail. Les lieux du travail sont interdits pour moi à la caméra parce qu'en fait ils sont interdits aujourd'hui à la démocratie. Il y a un tiers extérieur qui vient regarder ce qui se passe entre le capital et le travail pour dire... par exemple, Louisa, l'auxiliaire de vie, accepte qu'on la suive pendant une journée malgré l'interdiction de son employeur. Voilà, donc, vous pouvez l'applaudir. Ouais. Mais par exemple, le directeur de Coru... S'il vous plaît. Laissez-le répondre à la question. Le directeur de Coru, donc de la poissonnerie, il est lui-même
il nous ouvre les portes, mais lui-même mis sous pression, notamment de la grande distribution, qui lui demande que les produits soient livrés de plus en plus tôt le matin, et que le samedi, il y a une livraison express qui fait qu'il est obligé d'ouvrir sa boîte le samedi et qu'il ne peut pas fermer le week-end pour ses employés. Donc voilà, là, il y a des contraintes que malgré la bonne volonté, il pourrait y avoir autant de bonne volonté qu'on veut des gens à l'intérieur des entreprises, la sous-traitance, la sous-sous-traitance, la sous-sous-sous-traitance aboutit à de la maltraitance, quoi. Enfin, dire que c'était notre projet de filmer. Moi, j'ai écrit un rapport sur le mal-travail, j'ai fait un bouquin sur le mal-travail, mais quand on est de gauche, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on dise les difficultés du travail, il faut qu'on dise la dureté du travail, mais il faut qu'on dise aussi la fierté et la dignité par le travail. Et c'est les deux faces qu'il s'agit de donner et de ne pas en oublier une sur les deux, quoi. Bravo. Alors, avant de passer la parole aux salles, une dernière question. Dans le dossier de presse, François Ruffin, vous dites que vous vouliez faire un film pour respirer. Non, mais c'est important parce qu'on sait que vous avez par ailleurs, parallèlement, votre activité d'homme politique, tout simplement. Donc, comment vous allez de l'une à l'autre et en quoi vous les considérez complémentaires et peut-être avec une dynamique liée entre les deux? Je vois mon collègue député de la circonscription au 2e rang, là, donc bonjour. Je dirais, d'abord, moi je me considère comme un représentant de la nation et souvent des plus invisibles de la nation. Et donc, cette représentation, elle passe par... j'ai fait un journal pendant des années, j'ai fait de la radio, je fais des films et je fais des discours à l'Assemblée, et je considère qu'il y a une espèce de continuum dans ma volonté de représenter la nation. Ensuite, il y a quelque chose dont il faut faire attention, c'est comment demeurer, ne serait-ce que de temps en temps, dans le réel. On a des discours politiques qui planent dans les concepts ou dans les statistiques et où on va manier l'ultralibéralisme, le néocapitalisme ou un peu de technicité dans des amendements, mais que deviennent les gens derrière? Ils s'effacent. Ou alors on les reçoit dans un bureau où on n'a plus que des représentants qui peuvent être des gens tout à fait compétents, mais des porte-paroles, et le rapport avec quelque chose qui est de l'ordre de la parole directe, il s'éloigne. Et bizarrement, c'est par le cinéma que je retrouve du réel. Parce que je ne reçois pas dans ma permanence et parce que je vais poser de la fibre optique dans le truc. Et donc on me parle différemment. Quand on va dans la ferme, on nous parle différemment. Quand on fait la tournée avec les bénévoles du Secours populaire, on nous parle différemment. Aussi parce que je pense que finalement les gens étant en train de faire quelque chose, ils se livrent d'une manière différente parce que leur esprit est quelque part libéré par les gestes qu'ils sont en train de faire. Mais en tout cas, pour moi, j'y vois quelque chose de nécessaire dans le rapport au réel. Je sais que c'est un peu bizarre que ça soit la caméra qui m'apporte ce rapport au réel. Je dis que c'est pas le seul moyen que je trouve dans mon existence, mais il y a ce gros risque pour nous, députés, nous, représentants, d'être éloignés et de ne plus avoir affaire qu'à des porte-paroles, des présidents d'associations qui peuvent être tout à fait intéressants et bienveillants, mais qui éloignent d'une parole plus directe, quoi. Alors, une première question, alors c'est bien parce que j'ai pas besoin de dire qu'il faut poser des questions, elles arrivent toutes seules et en nombre. Donc première question d'une autre salle. Est-ce que vous avez vraiment espéré que Madame Salman change ses interventions sur CNews? En l'occurrence, c'est pas CNews, mais... est-ce que... Oui, on le dit à un moment dans le film, je crois que... Mais nous, peut-être qu'on est un peu naïfs, j'en sais rien, et François et moi. En tout cas, on est plutôt bienveillant et on pense que voilà, en tout cas, faut écouter tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on y a cru parce que et j'espère, on a aussi monté le film dans ce sens-là pour que vous aussi vous y croyez à un moment, quoi. Bon, peut-être que la douche est un peu sévère à la fin, un peu froide en tout cas, mais en tout cas, on y a cru un peu parce que c'est vrai qu'elle était bien dans les relations, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une différence entre comment elle était avec les gens et quand on allumait la télé après. C'est ce qui nous a valu aussi ce motif de rupture, quoi. Mais ouais, je crois qu'on y a cru. Enfin, je sais pas. Même, moi, je vais être plus optimiste que ça. Elle a changé. Ouais, elle a changé. Elle a changé. Et en fait, elle évolue dès l'usine à poissons. C'est fini. Traiter les salariés de feignasses, de bons à rien, de glandus, la retraite à 64 ans, les arrêts maladie, c'est terminé dès l'usine à poissons, ce qui vient assez tôt dans notre tournage. Et du coup, dans l'usine à poissons, elle bifurque. Elle dit, bah voilà, vous travaillez, mais en revanche, le problème, c'est les assistés. Et là, elle fait 100% des voix.
dans l'usine à poissons. Hein. Donc, nous, ça nous fait évoluer dans le parcours qu'on va faire ensuite, puisque c'est un espèce de film d'apprentissage, et on se dit, bon, allez, on va aller au secours populaire, on va aller en territoire zéro chômeur de longue durée, voire on va aller voir des jeunes en formation à Grigny. Ça nous fait évoluer sur les rencontres qu'on va faire ensuite pour déminer l'autre préjugé. Et je dis là que Sarah Salman, pour moi, elle est folklorique sur son individualité. Pour moi, c'est même pas, elle appartient pas à l'aristocratie des rallyes, c'est pas une vraie riche, c'est quelque part une parvenue, et c'est aussi pour ça qu'elle nous ouvre les portes. En revanche, ce que je prends très au sérieux, ce sont les préjugés de Sarah Salman. Ce ne sont pas ses préjugés personnels, ce ne sont même pas les préjugés de la grande bourgeoisie, ce sont aujourd'hui des préjugés qui sont très ancrés dans les classes populaires de notre pays. Donc évidemment, les démunis participent à ça. La difficulté qu'on a, parce que là, même elle fait la promo avant nous sur les plateaux télé. Chez Pascal Praud et chez Hanouna. Et elle dit, du film déjà, c'est ça? Oui, elle parle du film. Elle dit, parce qu'elle est questionnée sur le film. Donc, ouais. Moi, elle dit, moi, j'étais déconnecté, mais regardez, j'ai fait ça. Mais vous êtes déconnecté, vous devriez faire comme moi. Les députés sont déconnectés, devriez faire comme moi. Et les ministres sont déconnectés, devraient faire comme moi. En gros, c'est une conclusion politique qui me convient. Le problème qu'on a, c'est qu'au fil du film, elle a glissé du champ social vers le champ identitaire. Et bon, après, ma difficulté, c'est que moi, je lui disais, je peux pas faire un film humaniste ici et ne pas être ne pas l'être là-bas, et ne pas avoir de l'empathie pour les enfants qui sont bombardés à Gaza, quoi, en gros. Et c'est là-dessus que ça a clashé, plus que sur... Maintenant, en même temps, je sais bien, là-dessus, je ne suis pas naïf, qu'on va pas s'en sortir en convainquant les milliardaires un par un à la petite cuillère. Donc voilà, le sujet du film, pour moi, il n'est pas là. Le sujet du film, c'est la dignité de Sylvain, Nathalie, Louisa et Mohamed et compagnie, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À Pessac, oui, tout là-haut. Allez-y. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a le micro tout là-haut de la salle. D'abord, je voulais, j'ai noté que dans le film, il y avait un chef d'entreprise qui n'était pas non plus d'accord pour repousser l'âge de la retraite. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi cet aspect-là des choses. Deuxième chose, c'est vraiment un film de cinéma, effectivement, parce qu'en effet, c'est très difficile de filmer ce que vous avez filmé. Donc bravo pour ça aussi. Et ma question, c'est combien de temps de travail a duré le stage de formation de Madame Salman? Alors, on a essayé de vous reconstituer une semaine, mais ça ne s'est pas passé en une semaine. C'est pour ça aussi qu'il y a ce petit passage le dimanche sur le terrain de foot. Mais ça s'est passé sur plusieurs périodes de 2 ou 3 jours en fonction des disponibilités de Sarah et des disponibilités de François à l'automne dernier, en gros. Et parce que tout simplement, comme l'expliquait François tout à l'heure, il fallait aussi nous laisser le temps de savoir ce qu'on allait déminer à l'étape prochaine, quoi. Et donc le glissement de Sarah, effectivement, comme disait François, c'était facile sur la question des 1300 €, comme elle dit, j'ai un peu dit de la merde, enfin bon voilà, les 64 ans c'était vite fait, puis après fallait trouver un endroit pour aller déminer la question des assistés, donc il fallait nous laisser le temps de réfléchir à chaque fois, et puis ensuite comment, une fois qu'on avait rompu les relations, comment on terminait le film dans cette idée de justement de remettre en valeur ceux qui se sentaient méprisés au début du film, et qu'on inverse les rôles pour finir cette séquence sur la plage de Fort-Mahon, qui a été tournée, elle, bien en décalé au printemps dernier, en mars, quoi. Voilà, en gros. Donc c'est quelques périodes de 3-4 jours à chaque fois, et puis cette séquence finale qui est tournée en mars dernier. En mars, dans le nord, par 5 degrés en extérieur, et en faisant croire qu'on était à Cannes. C'est Cannes au printemps. D'où la magnifique chemise de François, qui était à fleurs. Parmi les témoignages là, que je reçois, bonjour, la spontanéité des personnes qui témoignent est impressionnante, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de travail préparatoire avec elles. Dites-vous, merci. Donc voilà, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure en début de discussion, oui. C'est-à-dire la méthode de tournage. Mais je veux dire, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu de travail préparatoire, ou très peu, que... y a de la spontanéité, et que, vous savez, le problème, c'est quand on a vidé le tube de dentifrice, c'est vachement dur de tout remettre à l'intérieur pour le ressortir. Donc c'est vrai que la méthode de travail est de travailler le moins possible en amont. Pour garder la spontanéité. Et aussi pour que les gens, si on les avait prévenus, attention, vous allez devoir témoigner dans un film de cinéma, et on va vous mettre dans un bureau, ça donne un truc hyper figé. Tandis que là, le faire en débarquant, il y a une espèce de magie qui pour moi se produit. C'est vrai que normalement la caméra et le micro devraient bloquer la parole des gens. Et en l'occurrence,
ça a plutôt une fonction de libérateur de parole. Donc ça, c'est pour moi de l'ordre de la... Alors, juste pour compléter Pardon. ce que dit François aussi, il y avait un truc qu'on n'avait pas imaginé, c'est que finalement la présence de Sarah Salman a contribué à encore plus libérer la parole parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'en découdre. Et donc peut-être que ça a qui avait envie de lui répondre. qui avaient envie de lui répondre et qui avaient envie d'expliquer que voilà pourquoi ils en sont là aujourd'hui, tout leur parcours de vie. Et peut-être s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas forcément été aussi parce profond. que alors c'est pas forcément évident de se faire filmer en général, mais de se faire filmer dans un film qui va sortir en salle de cinéma avec un réalisateur, enfin des réalisateurs qui sont connus, il y a quand même des moments où vous avez dû peut-être un peu convaincre ou non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, tous les endroits où on a tourné sont dans le film. Parce que je dis ça parce que les gens sont quand même dans des situations difficiles en termes. Non, mais globalement, faut dire que je crois que les gens, ils sont contents d'avoir des gens qui s'intéressent à eux. C'est ça aussi le problème qu'il y a dans notre société. Oui. C'est qu'il y a tellement peu de gens qui s'intéressent à eux, qui leur donnent la parole et qui les regardent d'égal à égal, ces femmes et ces hommes, que tout d'un coup, je crois qu'il y a de la fierté. C'est plutôt de la fierté. Et quand on a été proposé les films en priorité là où les séquences ont été tournées, bah, là, on a vraiment l'impression de... Voilà, on sait pourquoi on fait des films. Parce que là, c'est eux qui montent sur la scène, c'est eux qui prennent la parole. Alors que quand on les a vus la première fois, ils pouvaient être comme Jonathan, ça faisait 3 ans qu'il était enfermé chez lui et tout ça, le voir monter sur la scène et puis de faire des pas de danse sur le tapis rouge, tu te dis, ben voilà, ça vaut le coup quand même de donner la parole à ces gens-là, et on sait que ça contribue aussi à les faire se redresser, à leur redonner de la dignité, quoi. Parmi les questions, là, il y a évidemment une question sur Stromae. Quel est le contact que vous avez eu? Parce que la chanson est quand même très présente, elle est aussi sur le générique de fin. Très bonne, parce qu'on a payé des droits très très élevés, et je crois qu'il y a la productrice qui est là, donc 25 000 € en tout mais par contre avec Stromae, il nous a donné les droits, donc c'est de loin celui qui a été le plus cool. C'est pour les autres chansons. Ouais, c'est pour les autres. Les Italiens sont beaucoup moins drôles. Enfin, ça n'a rien à voir avec la nationalité, mais c'est répété Ti amo ou tout est... Alors, je dis les choix de chansons. En principe, moi, je cherche à ce qu'on choisisse des tubes. De la même manière qu'on veut faire, au fond, on propose une forme qui est le reality show détourné, une forme détournée de forme télévisuelle. De la même manière, j'aime bien qu'on ait des chansons que les gens aient déjà en tête et que ça vienne sur un tube qu'on connaît déjà. On a eu une difficulté, je le dis, que je voulais à la fin qu'on ait sur Bléré, qu'on ait la chanson de Julien Clerc, « Je voudrais être utile à vivre et à rêver ». Le fils d'Étienne Rodagil, l'auteur de la chanson, a refusé qu'on l'utilise. Ouais. Voilà. Mais donc ça fait partie. Le motif du refus, c'est quoi? On ne sait pas, c'est pas clair, quoi. François Ruffin, je crois. je crois. Bon, c'est dit en tout cas. Hein? Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, vous avez déjà pris la parole, madame. Alors, là-haut, il y a une question là-bas. Ouais. Là, il y a un peu de censure, un tout petit peu. Bonsoir, Xavier de Floirac. Comment vous faites pour ne pas pleurer à chaque fois que vous faites des films sociaux comme celui-là? Et comment vous faites pour vous protéger de cette violence sociale à laquelle vous êtes confronté dans votre vie de réalisateur ou d'homme politique? Merci. Moi, je vais répondre juste au début. On pleure, hein, rassurez-vous, comme vous avez pleuré peut-être. Hein. Faut pas croire qu'on est... je me rappelle notamment de la scène à Abbeville, au Secours populaire, avec la dame avec ses 2 filles. Voilà, on était tous les deux les larmes aux yeux à voir ça, et en faisant quand même le constat d'avoir Sarah à côté de nous, qui n'avait pas l'air forcément aussi affectée que nous. Mais enfin, bon, voilà. Non, évidemment qu'on est touché dans ces moments-là. Après, faut aussi, on sait qu'on fait un film, et on sait pourquoi on est là, et qu'il faut quand même, voilà, faut quand même assurer, quoi. Faut aller au bout. Ouais. Moi, je veux dire que l'émotion que j'éprouve devant les gens, elle est double. Elle est une émotion, évidemment, de ce qui m'est raconté. Malheureusement, vous savez, je baigne là-dedans depuis 25 ans. Hein, donc, je ne dis pas que ça construit une cuirasse, mais enfin, bon. Mais elle se double d'une autre émotion, qui est l'émotion de la beauté. C'est-à-dire que je sais qu'on est en train de recueillir des instants, qu'on est en train de faire quelque chose de beau parce qu'on a ça, et qu'on garde ça, et qu'on va rendre les gens beaux avec ça derrière. Donc il y a quelque chose qui est un peu double chez moi de ce point de vue-là, quoi. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Là, j'ai déjà reçu quand même, c'est la première fois, hein, 50 questions des autres salles. Bon, bah, on va passer une bonne nuit comme ça. Voilà, c'est ça. Non, mais d'habitude, on en a une dizaine, donc c'est un peu plus.
une des questions qui revient beaucoup, c'est la question de la diffusion du film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un film pour le cinéma et on en est les premiers ravis, évidemment. Mais on sent, dans beaucoup de questions, l'envie que ce film soit encore plus largement diffusé. Et je voulais savoir si est-ce que c'est des questions que vous posez, sachant que j'imagine qu'après qu'il soit sorti en salle, il sera diffusé plus largement par ailleurs. Mais donc les questions, c'est quid de la télé, quid des réseaux sociaux, YouTube, etc. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est une question qui, depuis que je fais des films et depuis qu'on en fait avec François, qu'on se pose. C'est sûr que les cinémas à essai, par rapport au public dont on parle dans nos films, il y a quand même une barrière culturelle qui est quand même difficile à franchir. Et pousser la porte du cinéma à essai, on sait que c'est compliqué pour les gens qu'on filme. Donc c'est comment sortir de ça. Nous, on sait qu'il y a dans une première phase, c'est la salle de cinéma, c'est le premier cercle qui vient comme ce soir. Et puis après, ça va dépendre de vous, du bouche à oreille, parce qu'après, plus le temps passe, plus le cercle s'élargit et plus vous allez faire venir des gens qui seraient pas forcément venus naturellement voir ce film. Et ça, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Puis après, il y a le fait de le rendre gratuit. Sur Jeux du Soleil, on avait fait des projections sur les ronds-points. On les rend gratuits pour les caisses de grève. On essaye de trouver tous les moyens pour toucher des gens qui seraient pas forcément venus dans une salle de cinéma. Mais c'est une préoccupation permanente. Et là, la télévision, c'est là où on n'a encore pas vraiment trouvé la solution, mis à part pirater les relais télé un dimanche soir sur TF1, mais en tout cas, non, c'est vrai que non, pour parler sérieusement, ça c'est un vrai problème, parce que c'est quand même, pendant que Sarah Salman déblatère ses saletés sur les assistés et tout, dans tous les foyers sur CNews, nous c'est vrai qu'on a un vrai blocage avec la télévision pour acheter nos films. Un film comme Debout les femmes, qui était quand même le film qui avait fait peut-être pas le plus grand nombre d'entrées, mais pas loin l'année où on l'a sorti. En termes de documentaire au cinéma, qui est quand même pas acheté par une seule chaîne, c'est quand même bizarre, quoi. Et, même pas par LCP, alors que ça relate une mission parlementaire. Ouais. Non, non plus. Non. Donc, moi, je vais dire un truc sur. D'abord, moi, je fais des films pour moi, de manière égoïste, c'est-à-dire pour avoir une parenthèse de beau et de chaud dans une existence qui peut être rude et dure. Deuxièmement, je fais les films pour les gens qui sont dedans, qui se voient en grand à l'écran. Je le dis de la même manière qu'à partir du 19e siècle, la peinture qui jusque-là ne représentait que des aristocrates, des rois, des reines, des figures bibliques, le Christ, la Vierge. À partir du 19e siècle, on met les raboteurs, la laitière, dans cet art noble qui est la peinture. Ils vont pas forcément dans les salons ou dans les musées pour se voir à l'époque, mais enfin ils y sont. Donc, et je le dis, je le fais pour vous, c'est-à-dire pour un public de gauche qui peut être plus éduqué que la moyenne, mais je le fais quand même pour vous aussi. Pourquoi ? Parce que d'une part, je pense qu'on traverse des temps moroses. Et que venir proposer quelque chose qui est de l'ordre de la joie, c'est aider à développer des anticorps, et que de la même manière que Sylvain avait du mal à se lever le matin, moi je crains toujours que les nôtres aient du mal à se lever le matin pour résister, pour lutter, pour s'opposer. Donc il y a ça, il y a ça y est, c'est mes minutes de politique, hein, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un manifeste, sans que ça soit présenté comme ça. On met pas des sociologues, des politistes à l'intérieur du film, mais il y a un manifeste, il y a une conviction. C'est que de la même manière que le Parti communiste d'après-guerre avait héroïsé les mineurs de fond et les métallos en disant c'est vous qui reconstruisez le pays, il y a un devoir de la gauche aujourd'hui d'héroïser les auxiliaires de vie, les caristes, les manutentionnaires, les caissières, en disant c'est vous qui tenez le pays debout, en nommant ces métiers, en donnant des noms et des prénoms, des conditions de travail particulières, et pas seulement en disant le SMIC a mis 600 €, sinon les gens se sentent pas suffisamment représentés, incarnés, et ils ne disent pas c'est eux qui parlent de nous, donc je vais voter pour eux, je me sens représenté pour eux. Et dernière chose, il y a la volonté dans le film, on le voit sur la scène finale, quand on met côte à côte Louisa dans sa tenue traditionnelle algérienne et Élie, paysan du Morvan, quand on met Haroun, jeune Afghan, à côté de Sylvain, charpentier, accidentier, il y a une volonté d'unir les classes populaires par-delà les préjugés, par-delà leur couleur de peau, par-delà leur religion, parce que si jamais on n'arrive pas à réunir les classes populaires, jamais, je parle même pas de renverser, mais jamais on arrivera à bouger un petit peu le curseur avec les classes supérieures. Donc c'est pas présenté comme ça, mais le film est aussi un manifeste politique, quoi. Alors, il y a une question à Pessac ici. Allez-y. Je ne vois pas trop où est la personne. Ok, voilà. Merci. Alors, donc, moi, je prends la parole parce que je suis une conseillère emploi qui travaille à France Travail.
J'ai trouvé que votre film représentait vraiment notre réalité. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'être au boulot, pour le coup, moi aussi. Mais alors, ça représente la réalité dans la tristesse, malgré tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de dignité, il y a beaucoup d'aspects positifs. Je n'ai pas ressenti la révolte. Dans notre quotidien, on a beaucoup de personnes qui sont révoltées, des personnes qui ont pu, par moments, dire j'ai été charpentier, j'ai été conducteur de travaux, je suis blessé, j'ai jugé. Alors, pendant mon activité, j'ai pu juger justement les assistés, les bénéficiaires du RSA. Je me retrouve cassée et je me retrouve maintenant bénéficiaire du RSA. Enfin, voilà. Dans votre film, on voit bien le côté positif. Moi, j'ai au quotidien beaucoup de révolte. Voilà. Et peut-être pas beaucoup de respect de la part des personnes extérieures à cette réalité. Vous voulez réagir ? Ouais, je pense que vous avez raison sur ce. Après, c'est par rapport à nos choix, mais c'est vrai que parce qu'on fait du cinéma et parce qu'on a essayé de jouer sur les émotions, sur la rigolade et sur les larmes parfois, parce qu'on pense aussi que pour mettre les gens en mouvement et pour qu'ils se révoltent, eh ben il faut faire voir ces injustices, mais il faut pas non plus complètement déprimer les spectateurs. On préfère avoir des spectateurs qui sortent et qui ont envie d'en découdre face à toutes les injustices que vous avez pu voir sur l'écran, et le rire contribue à ça plutôt que d'avoir des spectateurs complètement déprimés. Si on vous avait fait un film sur l'état de la précarité en France avec des statistiques, des choses comme ça, il y a de quoi quand même être déprimé. Donc voilà, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être trouver des gens qui soient plus révoltés par ça. Après, moi j'ai l'impression que quand on montre les parcours, en tout cas Sylvain au Secours Populaire, qui arrive à se redresser comme ça, je pense qu'on montre aussi la force et la volonté qu'ont ces gens et la force qu'il faut avoir aujourd'hui pour réussir à se maintenir quand même à flot dans ce climat social. Et c'est pas de la révolte, mais en tout cas ça montre quand même la combativité de ces gens-là. Mais peut-être que oui, on aurait peut-être pu trouver des gens peut-être plus révoltés. Pourquoi pas? Mais je suis pas sûr que ce soit par la révolte et par le slogan révolutionnaire qu'on emmène les gens. Je pense qu'on peut emmener les gens, vous tous, plus par l'émotion et par justement que ça génère de la révolte chez vous, mais pas forcément dans les termes qui sont portés à l'écran. Mais si on avait eu des révoltés, on les aurait gardés. Donc je pense que ça dit aussi, pour ceux qui sont au travail, un état de relative résignation, qu'on peut regarder comme ça. Ce qu'on voit que ceux qui ont porté la révolte, c'est ceux dont vous parlez. C'est-à-dire, c'est un territoire zéro chômeur, ceux qui ont connu le chômage, qui sont passés de l'autre côté, qui se sont sentis méprisés et qui là ont dit, ils ont éprouvé de la haine devant la télé, ils ont reçu la haine de la société et ils ont éprouvé de la haine en retour. Donc je pense qu'on l'a dans la situation que vous décrivez, non pas à Pôle emploi France Travail, mais dans le territoire zéro chômeur longue durée à la fin. Maintenant, si jamais on avait eu une auxiliaire de vie révoltée, on l'aurait gardée comme telle. On ne cherche pas des choses particulières non plus, quoi. Alors, une question d'une autre salle qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Bonjour, avez-vous des nouvelles des deux jeunes en formation? Ont-ils trouvé du travail? Ils sont tellement jeunes et on sent que les portes s'ouvrent péniblement pour eux. C'est dur et injuste. Merci, Julie. On a des nouvelles de Mohamed qu'on a vu il n'y a pas bien longtemps. On a fait une projection à Grigny, qui est en train d'avoir son diplôme, mais ça prend du temps parce que c'est pas l'organisme qui choisit le moment où on passe son diplôme, donc ça a été décalé dans le temps, donc il va avoir son diplôme. Après, au-delà de ça, là encore, on a affaire à des combattants qui sont une fois de plus dans la survie, avec peut-être le constat, enfin en tout cas pour moi, le plus flippant de tout le tournage, de voir ces jeunes qui sont ballottés comme ça dans ces petits boulots et qui n'arrivent pas à payer un seul loyer et qui sont déjà dans l'acceptation du fait que de toute façon, même s'ils ont leur diplôme, il va falloir avoir 2 emplois pour pouvoir se payer un loyer, quoi. Et ça, c'est vraiment très très inquiétant. Et on sait que les banlieues sont souvent des terrains d'expérimentation sur les violences policières, mais c'est aussi des expérimentations sur la fragmentation du travail. Et dans
d'en être là aujourd'hui dans la 7e puissance économique mondiale, de se dire qu'il va falloir avoir 2 emplois pour se payer un loyer, c'est carrément terrifiant, quoi. Donc voilà. Mais sinon, Mohamed est quelqu'un de plutôt jovial, et puis ils vont toujours se débrouiller, ils vont toujours être dans la débrouille, mais avec un constat qui est quand même assez dramatique, quoi, de vouloir de la stabilité qu'on ne lui offre pas, quoi. Oui, je pense qu'il y a une phrase clé qui est prononcée dans le film par Mohamed, c'est « Moi, je veux la stabilité et on ne me donne pas la stabilité ». Je pense que c'est une demande très profonde aujourd'hui des classes populaires de notre pays, qui est une demande de stabilité. Quand on a un ordre politique qui, depuis 40 ans, a établi l'instabilité en vertu. Quand on veut dire qu'on met de la fluidité, de la mobilité, de la flexibilité, de la vie liquide et ainsi de suite, c'est établir l'instabilité en vertu. Gilles, qui est un réalisateur de La Sociale, avec comme héros au centre Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs en 1945, il disait à l'époque qu'il voulait des lois de tranquillité sociale. Là, ce qui est fait depuis des années, ce sont des lois d'intranquillité sociale. Et évidemment, il y a le devoir pour nous de... le mot statut est intéressant. Statut, ça veut dire pouvoir s'asseoir. Pouvoir s'asseoir dans la société, pouvoir avoir une place, se stabiliser. Et je pense que là, à travers des petites phrases, pour moi, il y a des moments comme ça dans notre errance, parce qu'on fait des films d'errance aussi. On a notre, comme on dirait dans la Commedia dell'arte, on a notre canevas, et autour de ce canevas-là, on navigue, parce que notre dispositif est très léger, donc il peut se laisser porter, et on a comme ça des petits moments de révélation, le moment Parcoursup qui arrive. Je pense à la personne qui est en aidance familiale et qui dit sa difficulté, qu'elle a failli devenir dingue, en gros, hein, ce qu'elle dit, parce que aider son frère en permanence a failli la conduire à l'hôpital psychiatrique. Je pense qu'un autre moment qui pour moi est beau, que quand on a ce gamin au bord du terrain de foot à Flic Secours, donc au fin fond de la Picardie, qui vient dire qui vient défendre l'égalité homme-femme. D'abord, je dis un grand merci aux enseignants, parce que c'est l'école qui a permis, et ça démontre une avancée quand même extraordinaire. Et bon voilà, si on avait cherché à faire une scène sur l'égalité homme-femme, ça aurait pu être lourdingue. Et là, le fait de le toucher... Alors moi, je suis un fan, par exemple, de Jacques le Fataliste, de Diderot, qui est une forme de voyage en errance, qui est une espèce de road movie, où on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Nous, je sais qu'on est tous les deux fans d'un film qui s'appelle Western, de Manuel Poirier, qui a été tourné dans les années 90, et qui se déroule, c'est en fait, Western, c'est la Bretagne, c'est l'Ouest, mais c'est la Bretagne. Et où on navigue avec Sergi Lopez d'un portrait social à un autre, et voilà, dans l'errance, ça amène à toucher des choses qu'on n'avait pas prévues à l'intérieur du film. Et je trouve, pour moi, c'est presque les plus beaux moments quand on sort du fil qu'on s'était fixé et qu'il y a quelque chose qui révèle quand on pousse la porte du restaurant à Amiens et qu'on tombe sur Haroun, cuisinier afghan, qui a, de manière inattendue, imprévue, qui a franchi 11 frontières, qui là s'est formé à Amiens, qui a eu une histoire d'amour, 2 enfants, qui s'est séparé comme plein de Français, qui dit « je suis quand même content », et qui là fabrique des ficelles picardes sur le quai Bellu à Amiens, c'est une excellente réponse à Jordan Bardella et Bruno Retailleau, quoi. Mais ça, pour le coup, si on veut parler de cinéma, c'est vrai que c'est vraiment le fait d'être léger comme ça et libre et d'avoir gardé toujours les oreilles et les yeux ouverts, de pouvoir saisir ces petits moments qui nous font basculer dans autre chose. C'est vrai que si on avait consacré une séquence comme ça, vous vous seriez dit, bon, bah, c'est un peu lourdeau, ils sont rentrés un peu au chausse-pied pour nous faire parler de la question du genre, pour nous faire parler de la question du racisme et tout. Et quand on peut saisir des petits moments comme ça, c'est beaucoup plus efficace, en fait. Alors, j'ai une question là, vous aviez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais comme la personne insiste, je redis. Bonsoir et merci à vous deux pour votre film. C'est pas la seule personne qui insiste, non. Non, c'est pas la seule, non. Si j'étais un peu sarcastique, je demanderais quel est l'objectif pour un documentaire comme le vôtre si un public uniquement composé de personnes de gauche le visionne. Donc on revient, il y a des questions sur les électeurs du RN, etc. Donc sur la question de qui voit le film en fait.
Alors, juste, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des gens de gauche qui voient nos films. Alors, je vais vous parler de ma région. C'est sûr que c'est la Haute-Savoie, donc pour trouver des gens de gauche, c'est plus compliqué. Mais j'ai eu des bonnes réflexions de gens qui nous ont dit à plusieurs reprises, moi, je l'avoue, je me suis laissé aller parfois à traiter les gens d'assistés, de profiteurs, etc. Et après la vue de votre film, je change d'opinion. Donc, merci pour ce film. Donc, des fois, ça, c'est une réponse importante. Ouais, et aussi des gens qui se considéraient comme faisant partie de la même classe bourgeoise de Sarah Salman et qui disaient, voilà, bon, j'ai bien aimé le film parce que évidemment, je n'avais pas vu ces gens comme ça, etc., etc. Après, ils avaient quand même un peu peur que ce soit un peu caricatural dans le personnage, mais ça, c'est pas grave, on n'est pas... Voilà. Moi, je vais répondre par deux biais. Bon, j'ai déjà dit le manifeste politique, donc je ne reviens pas là-dessus, mais d'abord, les gens de gauche et tout le monde, il faut que pour mettre en mouvement, émotion c'est le mouvement, le cinéma c'est l'art du mouvement, et la mise en mouvement pour moi, elle peut davantage se faire par le visage de Louisa, de Nathalie, par des voix qui sont différentes, par des vies racontées et concrètes, que parfois par aller combattre l'ultracapitalisme, le néolibéralisme ou le précariat. Donc comment passer de concept à des voix, des vies, des visages, et quelque chose qui peut mettre en mouvement, y compris possiblement des gens de gauche. Mais aussi, je veux dire que quand on fait un film, il y a des effets directs, ce sont les gens qui vont voir le film, et il y a des effets indirects. Toute la bataille pour nous, c'est de faire que le débat se déroule sur notre terrain et pas sur leur terrain. Or, tous les jours, on est amené sur le terrain, des terrains de droite. Eh bien, produire un livre, produire un film, ça fait que le moment où je passe dans un média, et je vais en faire quelques-uns, on va en faire quelques-uns la semaine prochaine, c'est en étant sur notre terrain à nous, sur l'objet qu'on a posé, et pas sur leur terrain à eux. Et évidemment, je pense que c'est le cœur, ça doit être le cœur du combat de la gauche, c'est de se dire, on veut les amener sur notre terrain et pas être en permanence déplacés sur le leur. Donc dire que quand on fait un film, ça a des effets qui sont des effets directs, ce sont les spectateurs qui vont voir le film, mais ça a aussi des effets indirects. Moi, vous savez, c'est une bagarre quand je vais dans un média pour me garantir que j'aurai 5 minutes sur le Doliprane, que j'aurai 5 minutes pour parler des auxiliaires de vie, que j'aurai 5 minutes sur les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, au milieu de la demi-heure de commentaires de l'actualité, c'est-à-dire en général la vie des grands, et de pouvoir parler de la vie des gens. Donc là, en faisant ce film-là, alors il peut y en avoir d'autres qui fassent, hein, si tous les députés veulent faire des films, ça créera de la concurrence dans les salles de cinéma, mais pourquoi pas produire des livres. Quand on produit un rapport parlementaire, on sait très bien que le rapport, personne ne va le lire, d'accord ? Mais en même temps, on produit un rapport qui fait qu'on peut intervenir dans les médias en étant sur notre terrain à nous et pas sur leur terrain à eux. Alors, il y a une question, oui. Appelsac, donc. Oui, Olivier de Bordeaux. Donc, vous êtes des cinéastes, là, vous présentez des films. La souffrance au travail, vous l'avez bien montré dans pas mal de milieux, dans l'usine à poissons, etc. Mais vous, la députée, il y a eu un accident mortel du travail chez vous à l'Assemblée nationale et vous n'en parlez pas souvent, en fait. Dans les médias... Votre travail à l'Assemblée nationale, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le lieu de travail. Mais voilà, un homme de ménage, d'entretien, je crois. Donc vous regrettez que le travail à l'Assemblée nationale... Enfin, je veux dire, monsieur, vous pouvez raconter, vous pouvez le dire, mais moi, j'ai posé une loi qui partait des femmes de ménage de l'Assemblée nationale, qui s'intitulait « Pour que la sous-traitance ne signifie pas maltraitance ». Et voilà. J'ai été conquérir, avec les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, qui passent dans mon bureau régulièrement, on a été conquérir un 13e mois pour les agents d'entretien de l'Assemblée nationale. Donc au contraire, on a agi directement sur le lieu même pour que les conditions de travail soient modestement transformées. J'aimerais qu'elle le soit encore davantage. J'aimerais qu'on en cesse avec la sous-traitance. J'aimerais que là, comme dans toutes les institutions publiques, comme dans tous les hôpitaux, comme dans tous les lycées, comme dans tous les conseils régionaux et ainsi de suite, on en cesse avec cette sous-traitance des métiers les plus populaires, les vigiles, les agents d'entretien, et qu'on les réintègre et qu'ils bénéficient des mêmes avantages. Mais en tout cas, moi j'en ai parlé et beaucoup parlé, quoi. Oui, mais enfin moi je suis content d'en parler, au moins à des députés, puisque je crois qu'il y en a plusieurs ici. Oui. Il y a le député moi aussi je me suis exprimé moins bien que vous. Mais pour les accidents mortels du travail, il se passe quand même des choses. Voilà. Et donc notamment un dans l'Assemblée du peuple.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, tout à fait, monsieur, vous avez raison. Il y a eu un mort à l'Assemblée nationale. Il y a une enquête qui est en cours. Et notamment, il y a une faute. Alors, c'est la faute de l'employeur, mais pour moi, il y a une question. Vous savez, je vais déborder de ça. La question, normalement, il n'avait pas le droit d'utiliser ce matériel-là. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'enquête. Mais aujourd'hui, l'un des problèmes qu'on a en France, c'est une économie à deux vitesses, à savoir des donneurs d'ordre, des grandes entreprises. Là, c'est une entreprise publique, c'est l'Assemblée nationale, mais grosso modo qui, je veux dire, capte la plus-value et où les salariés sont, même si c'est pas l'idéal, sont généralement mieux traités avec un comité d'entreprise, avec un 13e mois, avec des choses comme ça, que dans les sous-traitants, les sous-sous-traitants, où il y a juste les miettes à se partager. Et là, ce sont des miettes de travail qui sont à se partager et des miettes de revenus qui sont à se partager pour les agents d'entretien de l'Assemblée nationale. Et je pense que, en effet, se demander comment on met fin à cette économie à deux vitesses et à ce salariat à deux vitesses, c'est une grande question aujourd'hui pour notre pays. On est bien d'accord là-dessus. Alors, là-haut. Oui. Ok. Allô, bonjour. Oui, c'est une question pour Monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin, souvent vous abordez le côté, vous dites la gauche, les valeurs de gauche. Ne pourrait-on pas plus parler de valeurs humanistes, car vouloir à tout prix mettre les gens dans une catégorie de droite ou de gauche et plutôt rassembler tout le monde sur des valeurs humanistes, comme votre film a très bien montré. Tu veux que je sous-traite ou tu réponds? Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Je vais dire des choses. Je veux dire, je permets à tout le monde, et quel que soit son vote, d'être humaniste dans son existence. Maintenant, j'appartiens à une tradition politique qui va de la Révolution française, qui passe par Jaurès, qui passe par le Front populaire, qui passe par la Libération, qui passe par mai 68, qui passe par mai 80 et qui grosso modo s'arrête à peu près là, mais qui veut poser les gens au-dessus de l'argent, qui veut dire que le profit n'est pas le but de nos existences. Or, ce qui se produit aujourd'hui avec un ordre libéral, c'est quand même la mise en avant de la rentabilité, de la compétitivité, de la productivité. Et même s'il y a des gens qui peuvent être bienveillants à l'intérieur de ce système-là, ils permettent un système qui, au fond, écrase les valeurs de l'humanisme. Presque, ça y est, je pars dans des trucs à moi, mais presque ce que je trouve le plus tragique dans ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est sa considération, sa non-considération de l'homme en tant qu'homme ou de la femme en tant que femme, mais de les regarder presque toujours et exclusivement comme des producteurs ou comme des consommateurs. Et comme étant dans l'ordre économique et non pas comme ayant une valeur en soi. Et donc oui, en tout cas aujourd'hui, il y a un combat à mener contre des puissances d'argent qui écrasent l'homme en l'homme, quoi. Alors, en tout cas, il y a juste une remarque, c'est sûr que quand on fait nos films, on va jamais poser la question à nos interlocuteurs de savoir s'ils ont voté à gauche, droite, et on s'en fout. Enfin, je veux dire, justement, la parole, c'est la parole des gens, et puis c'est tout, et vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir nos convictions et de savoir où se situent certaines valeurs. Mais en tout cas, pour le coup, dans nos films, c'est jamais la question qui est mise à l'ordre du jour. Même parfois, ça nous embête. Ouais, c'est vrai. Parce que je sais ce dont tu vas nous parler. Non, mais je veux dire, moi, je défends les classes populaires. Je les embrasse, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion et leur vote. En me disant qu'en les embrassant, possiblement, je les entraîne. Donc, et on ne sait pas quels sont les votes des gens qui défilent sur le tapis rouge à la fin, hein, et on ne leur a pas demandé. Mais, par exemple, on voulait un agriculteur dans notre film parce que c'est identifié comme étant un métier de la deuxième ligne qui ne doit pas s'arrêter, évidemment, pour le pays. Et on s'est dit, bon, je pouvais faire tout le film en Picardie, moi, hein, mais on va aller dans le Morvan. Le Morvan, ça sent bien le pays. Bon, et on va avoir un agriculteur, mais un vrai, quoi. Pas, c'est très bien qu'il y en ait qui fassent du pain bio, et il en faut, et achetons le pain bio dans le four à pain, achetons le maraîchage, aidons les maraîchers. Mais on voulait l'agriculteur typique. Bon, et donc on appelle la FDSEA. Finesse, il nous envoie chez Elie un agriculteur de gauche, quoi. Chez moi, ça n'existe pas. Et donc, bon, voilà. Et c'est presque lui qui tient le plus un discours politique dans le film,
et qui secoue le plus Sarah Salman là-dessus, quoi. Et bon, et sachez qu'on l'a pas recruté pour ce talent de danseur, c'était pas un casting pour Bollywood, hein, on savait pas ça. Mais ce qui prouve que les gens ont, enfin, je trouve que les gens sont vraiment magiques, quoi. Ouais. Même se dire que Sylvain, par exemple, qui raconte comment il est resté pendant longtemps dans son canapé, démoralisé, qui conduit son truc au Secours Populaire, qui à la fin, qui accepte de raconter cette histoire-là de manière pudique, en parlant à la troisième personne, en disant on est des numéros, voilà, bon, de cette manière-là, qu'à la fin il défile lui sur le tapis rouge comme une star qui joue le jeu, qui jette son gilet et ainsi de suite. Bon, ça dit quelque chose d'un redressement possible de tous les Sylvains du pays, quoi. Alors, on s'approche de la fin du débat. Une question dans la salle encore ? Oui. Bonsoir, Vivien, 37 ans, de gauche. Et je voulais retourner sur le film un peu, sur Sarah Salman notamment, qui est quand même une figure médiatique, qui est une personne publique. Et en fait, c'est quelle Sarah Salman qu'on voit dans votre film ? Vous en avez rencontré une autre ? Est-ce que c'est pas une image d'elle qu'elle projette aussi ? Est-ce que tout ça n'est pas calculé ? Ça peut paraître stupide dit comme ça, mais qu'est-ce que j'ai vu qui moi dans ce film ? Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, c'est sûr que ces personnages médiatiques et qui déversent leur jugement sur la société en permanence se construisent des personnages. Et ça, je pense que si vous posez cette question-là, c'est ce que vous avez du mal à comprendre. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que le jour où elle va sortir de ce personnage-là et qu'elle elle va commencer à mettre de la nuance dans ses propos en disant bah, ceux que je traitais d'assister, bah, c'est pas tout à fait assisté, c'est plus compliqué que ça, et bien évidemment que la direction de CNews va lui dire bah, ma petite, tu restes chez toi, on n'a pas besoin de gens comme ça. Ouais, donc c'est sûr qu'elle construit son personnage pour être dans l'outrance, pour être dans la caricature, et c'est pour ça qu'elle existe, et c'est pour ça qu'elle touche des ronds pour refaire ce métier-là. Donc ça pose la question en creux dans notre film de ce qu'on déverse et ce qu'on à longueur d'antenne. Les médias déversent à longueur d'antenne, certains médias, dans tous les foyers, dans beaucoup de foyers, et maintenant dans des lieux publics. Moi, je me fais un devoir de, quand il y a CNews dans un bistrot, un truc comme ça, je vais changer la chaîne, quoi, parce qu'on peut pas dire aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ne sait pas sur CNews. On sait quand même le projet politique qui est là derrière. Donc voilà. Mais je sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Ouais, c'était surtout pour savoir si vous aviez rencontré une sorte de personne différente. Oui, est-ce quand que même. C'est seulement la projection qu'on a vas-y, François. Non, mais plus Monsieur Ruffin, ça a été dit tout à l'heure. Vous savez, enfin, même pour moi, je veux dire, c'est pas comme ça que je devrais répondre, mais même pour moi, entre l'image publique qui est rendue et qui on est en privé, il y a souvent un fossé. Et sans parler des papiers où on parle de vous et vous dites, bon, il faut que je considère que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Mais il est évident que chez Sarah Salman, il y a le personnage de la télé et il y a presque... C'est Ellie qui dit, j'avais l'impression d'avoir une petite fille dans mon tracteur, quoi. Et il y a quelque chose de presque de l'ordre d'une fragilité même. Bon, après, c'est mon côté empathique avec tout le monde, quoi. Et voilà. Mais bon, après, moi, je considère que je pense que même si un certain nombre de vos questions portent sur Sarah parce qu'elle est un mystère, parce qu'au fond, c'est rare qu'on ait, ne serait-ce que par un trou de serrure, une entrée dans cet univers des riches. Je pense que ceux qui, néanmoins, vous sont fait rire, pleurer, émus ce soir, et le cœur du film, vous avez bien senti que c'était pas elle, que c'était Nathalie, Louisa, Sylvain et les autres, et que par son biais, je suis convaincu que c'est un révélateur intéressant, que par exemple, je parlais de cette scène où Sylvain parle dans le camion, et il n'aurait pas parlé de la même manière si jamais ça avait été à moi qui s'était adressé avec embrassant cette victime de la société, enfin voilà. Et je pense que ça produit quelque chose en termes de révélateur. Je pense qu'elle est un appui quand même dans le film pour nous aider à rendre, je dirais, voilà, ce sont des gens, donc on va dire qu'ils ont des existences ordinaires, et là on les rend extraordinaires. Ces gens qui ne sont rien d'après Macron, mais qui en vérité font tout, je pense que par son canal, on arrive à les révéler et à les élever de cette manière-là, quoi. Alors, une dernière question. On a évoqué tout à l'heure la question de la diffusion et le fait que les chaînes de télévision ont refusé de diffuser le film précédent Debout les femmes, qui avait une très belle carrière en salle avec des bons résultats. Alors aujourd'hui, là, le film sort en salle, il sort le 6 novembre. Il y a 2000 cinémas en France. Vous avez un statut particulier, on l'a un peu dit, mais c'est bien de le rappeler. C'est pas
Je crois que c'est la première fois qu'un député réalise des films qui sortent en salle, qui touchent un public, etc. C'est pas une émission, c'est un film de cinéma. Est-ce qu'il y a des réactions différentes selon les salles? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers par rapport à ce film-là en particulier? Oui, mais bon, après, il y a des blocages par endroits, mais c'est largement compensé par la notoriété de François par ailleurs. Mais c'est sûr qu'il y a des programmateurs de salles qui font pas de la programmation, mais qui font de la politique. Donc il y a des cinémas qui prennent pas ce film, mais je pense pas que ça ait à voir avec la qualité cinématographique du film. Donc là, ça pose un petit problème. Après, bon, ça va, hein, je veux dire, le film il va marcher. Vous êtes là, vous allez en parler, donc tout va bien se passer. C'est pas dramatique. Mais oui, il y a des endroits. Mais en même temps, c'est aussi des questions qu'on se pose nous en montage quand on monte le film. On monte à 3. Faut associer Cécile Dubois, la monteuse du film, où parfois, et c'était peut-être plus vrai sur Debout les femmes, le fait d'avoir un personnage public comme François, on est obligé de faire gaffe dans l'apparition à l'écran et de pas trop le faire voir. En tout cas, des fois où il y a des scènes où c'est vachement bien ce qu'il dit, mais on se dit, bon, comment ça va être jugé? Est-ce qu'on est sur le champ politique ou est-ce que... Et du coup, on est obligé presque de se restreindre parfois. Donc voilà, c'est sûr que ça fait partie de la construction du film. Et le statut de François est particulier, mais avec énormément de... C'est à la fois un atout, mais ça... Oui, globalement, c'est un atout. Enfin, moi, je veux dire... soyons heureux d'avoir dans notre pays encore, et pourvu que ça dure, moi j'ai découvert ça sur le tard parce que je suis entré dans le cinéma par la petite porte, enfin par la grande porte, par merci patron, mais par inadvertance presque. Mais franchement, nous avons la chance d'avoir dans ce pays des salles de cinéma qui font vivre une diversité culturelle. Donc, voilà, donc grand merci à vous, grand merci à toutes les salles qui font ce travail-là dans le pays, et y compris dans des bleds. Que ça existe dans les métropoles, mais que ça existe aussi par des cinémas itinérants dans les campagnes. Il y a encore quelque chose qui est de l'ordre d'un tissu innervé comme ça de la société pour les films. Bon, ensuite, en revanche, le blocage, il n'est pas là. Le blocage, il est sur les chaînes de télé et il est sur les plateformes. Bon, on peut rappeler ce qui était le programme du Conseil national de la résistance qui disait qu'il fallait l'indépendance de la presse à l'égard des puissances d'argent, de l'État et des puissances étrangères. Bon, ben, ça demeure d'actualité. La nécessité de démocratiser aujourd'hui sans doute les médias et les plateformes et faire qu'il puisse y avoir une diversité culturelle pas seulement dans les salles mais aussi sur les plateformes et sur nos écrans de télé, quoi. Donc voilà, donc il y a eu une chaîne de supprimée pour Bolloré, bon, il lui en reste quand même encore quelques-unes, quoi. Bon, je dis juste une frustration parce que comme on n'a pas pu le mettre dans le film, je pense que ça aurait été bien d'avoir un petit placard dans le film avec le rappel de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dit « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune ». On a eu l'idée trop tard, et donc voilà, je vous le dis, je pense qu'il y a un sens du film qui est contenu dans cette déclaration de 1789 qu'il nous faut remettre sur le tapis. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Voilà. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. À vous. Merci pour votre accueil. Un grand merci à vous.